Donc à toi Fabrice, merci. Merci Léo, bonjour à toutes et à tous. J'ai fait le choix de repartir de l'argumentaire de la journée. Comme il a été fait avec soin, c'est toujours intéressant de repartir de là. Et dans cet argumentaire, j'ai trouvé 4 hypothèses que je voudrais reprendre et examiner à la lueur de la mission dont vient de parler Léo. La première thèse qu'on trouve dans cet argumentaire, c'est l'idée que les crises, notamment les crises sanitaires, révèlent la fragilité de nos raisonnements et de nos pratiques, et qu'elles créent des dilemmes éthiques. Elles sont révélateurs de dilemmes éthiques. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est l'idée que, au cœur des crises, une éthique se fabrique. Pas seulement qu'il y a des dilemmes, mais qu'une éthique s'y fabrique. Et que cette éthique, elle a 2 caractères. Elle est située, situationnelle, dit l'argumentaire, et contextuelle. Donc, deuxième hypothèse, une éthique se fabrique au cœur des crises, et cette éthique-là, elle est située, situationnelle ou contextuelle. Troisième grande hypothèse dans l'argumentaire, c'est que cette éthique qui naît dans les crises, qui est situationnelle et contextuelle, elle a à la fois des intérêts et des limites. Et troisième et quatrième hypothèse, c'est qu'elle se distingue d'une éthique plus classique, celle qui se fabrique dans les crises. Elle se distingue notamment d'une éthique dite des arbitrages axiologiques, je cite l'argumentaire, avec laquelle elle peut être complémentaire. Alors ce que je voudrais faire dans cet exposé, c'est essayer d'examiner tour à tour ces 4 hypothèses, à la lumière d'une mission ministérielle qui m'a été confiée en novembre 2020 sur les questions d'éthique que la crise du Covid-19 faisait naître dans le champ du grand âge et notamment dans les EHPAD. Alors, mi-novembre 2020, j'ai été chargé par Brigitte Bourguignon, alors ministre déléguée à l'autonomie, d'une double mission, d'une part de produire avec les acteurs concernés, c'est comme ça qu'on dit en général, de produire un document repère sur les difficultés d'ordre éthique rencontrées du fait de la pandémie dans les établissements accueillant des personnes âgées en perte d'autonomie. Ce document repère, qui repose sur la contribution de 1800 personnes, il a été remis à la ministre début février 2020 et on l'a diffusé en version papier à plus de 2000 exemplaires. Il m'a été aussi demandé en novembre 2020 de produire, toujours avec les acteurs concernés, cette fois une charte éthique qui aille au-delà de la pandémie et au-delà des établissements d'hébergement, mais qui formule un cadre plus général pour l'accompagnement des personnes âgées à domicile, en institution ou à l'hôpital. Cette charte, dont vous trouvez quelques exemplaires à l'extérieur, elle repose sur la contribution, j'y reviendrai, de 4000 personnes. Elle a été remise en septembre 2021 et on l'a à ce jour diffusée en version papier à plus de 20 000 exemplaires. Il y a évidemment bien d'autres contributions en éthique sur le sujet du grand âge pendant cette période. Céline a cité les travaux du CCNE. Sur le grand âge, on pourrait citer les travaux des RR. Et il y en a dans d'autres pays, j'y reviendrai. Alors, je commence par la première hypothèse, l'hypothèse selon laquelle les crises, et notamment les crises sanitaires, elles révèlent la fragilité de nos raisonnements et nos pratiques, et elles créent des dilemmes éthiques. Elles sont révélateurs de dilemmes d'ordre éthique. Dans le champ du grand âge, et singulièrement dans le champ des établissements accueillant des personnes en perte d'autonomie fonctionnelle, il est absolument indéniable que la pandémie, elle a été un révélateur de dilemmes éthiques. Elle a été, comme le dit l'argumentaire, un exercice grandeur nature de hiérarchisation des valeurs et des finalités. Quelques exemples. Quelles restrictions, quelles contraintes on peut légitimement imposer aux personnes hébergées dans les EHPAD et à leurs familles pour éviter que les résidents ne contractent des formes graves. Vous savez qu'il y a des restrictions extrêmes et des contraintes extrêmement importantes qui ont été imposées sur les visites des familles, sur leur fréquence, sur leurs modalités, sur les sorties des résidents à l'extérieur des établissements, sur les activités, les repas pris en chambre, sur les activités, y compris thérapeutiques, interrompues quand elles avaient lieu en groupe. J'y reviendrai tout à l'heure.
Deuxième question, par exemple, qui était une acutisation de la première. Quelles restrictions et quelles contraintes supplémentaires il peut être légitime d'imposer, non pas aux résidents en général, mais aux résidents qui ne sont pas en capacité de comprendre les gestes barrières, notamment les personnes avec des troubles cognitifs et des troubles du discernement. Est-ce qu'il peut être, et si oui, à quelles conditions, légitime de les enfermer ou de pratiquer sur eux, contre leur gré, parfois en exerçant la contrainte, des tests nasopharyngés répétés? Troisième type d'exemple, mais je pourrais les multiplier, mais je prends ceux qui nous ont le plus sauté aux yeux, évidemment, surtout en début de crise. Vous l'avez tous entendu, ce dilemme. Est-ce qu'il faut respecter à la lettre le décret du 1er avril 2020 ? L'obligation a été levée qu'à la fin de l'année 2020, le décret du 1er avril 2020, avec l'obligation de mise en bière immédiate, l'interdiction d'une toilette mortuaire qui a concrètement empêché un certain nombre de proches d'adresser à leur défunt un dernier adieu et de revoir une dernière fois son visage. Pour autant, il me semble qu'au départ, cette crise, y compris et peut-être d'abord dans les EHPAD, elle n'a pas été vécue par les résidents, par les professionnels ou par les familles comme occasionnant des dilemmes éthiques. Elle n'a pas été vécue comme nécessitant une hiérarchie des valeurs et des finalités. Au départ, la crise sanitaire et les mesures qui ont été prises pour éviter la propagation du virus, elles ont été vécues comme une inversion de la hiérarchie des normes, comme une transgression des valeurs fondamentales, et pas du tout comme un dilemme éthique, comme une transgression d'ordre moral, vis-à-vis du respect dû aux défunts, vis-à-vis des devoirs que nous avons vis-à-vis des mourants, vis-à-vis des familles, des droits et des rôles des familles. Autrement dit, et je sais que Paul Lou et Anne-Caroline vous en ont parlé ce matin, elles ont occasionné ces mesures au départ moins des dilemmes d'ordre moral que d'un malaise, voire une authentique souffrance éthique chez les professionnels. Ce que nous disent les répondants à l'enquête qu'on a menée pour ce document repère, c'est que les mesures qui ont été imposées contre la propagation du virus, même si elles pouvaient se comprendre dans leur ordre, allaient totalement à l'encontre de la culture et des valeurs gérontologiques, des valeurs du soin et de l'accompagnement de ces professionnels. Donc la crise au départ, et pendant de longs mois, elle n'est pas vécue comme occasionnant des dilemmes ou des questionnements, elle est vécue comme provoquant une série de scandales moraux. La famille, ça ne compte plus. On ne respecte plus les mourants et les défunts. On impose des restrictions de liberté, des actes de contrainte extrêmement importants, et comme occasionnant une perte de sens. Je vous lis un court extrait de Verbatim pour que vous compreniez précisément comment ça a été vécu par les professionnels. Ils nous disent la chose suivante. Les mesures que nous appliquons sont contraires à nos missions premières. La crise nous oblige à travailler parfois à l'encontre de tout ce que nous souhaitons travailler en temps normal. La place des familles, l'importance du toucher, se questionner sur nos pratiques, sur la volonté des résidents. Notre mission est de veiller au bien-être des résidents. Cette mission se voit dénaturée par les exigences épidémiques. Priver les personnes de sortir, limiter les échanges avec les familles, bannir les gestes de tendresse, devoir jouer la police pour veiller à l'application des règles n'est pas facile à porter. Nous vivons dans un cadre imposé et imposons à notre tour. Autrement dit, un certain nombre de professionnels ont souffert et souffert de faire souffrir. Et ce qui est né d'abord, ce n'est pas des dilemmes, des questions, c'est d'abord un sentiment de scandale. Ce n'est que dans un deuxième temps, peut-être d'abord à partir du mois de mai 2020, mais surtout à partir de la fin de l'année 2020, me semble-t-il, qu'il y a commencé à y avoir une place pour une réflexion et des dilemmes en termes de valeurs. C'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à pouvoir dialoguer. Un bon exemple de ça, c'est l'arrêt du Conseil d'État en décembre 2020 qui revient sur le décret du 1er avril. C'est à partir de ce moment-là. Mais au premier moment, me semble-t-il, c'était pas, la crise, elle n'a pas été génératrice de dilemmes principalement. Ensuite, deuxième hypothèse, c'est l'idée qu'il y a une éthique qui se fabrique au cœur des crises et que cette éthique-là, elle est située, concrète, contextualisée. Au départ, quand l'idée de la mission a commencé à être évoquée, je vous avoue que j'étais assez sceptique quant à l'idée qu'on puisse produire au beau milieu d'une crise sanitaire une réflexion éthique qui ait un peu d'allure et un peu de tenue. Produire une éthique en temps de crise, en temps de détresse, c'est pas du tout évident. Et il y a un certain nombre d'auteurs, vous le savez, qui ont même écrit
que ce n'était pas le temps de l'éthique, que le temps de la crise devait être distinct du temps de l'éthique, que l'éthique nécessitait de la réflexion et pas de l'urgence, que c'était le moment de l'action, qu'il fallait trouver des masques, des équipements individuels de protection, trouver du personnel, s'occuper des résidents, s'occuper des corps, et que le moment de l'éthique n'était pas venu. Autrement dit, un certain nombre de gens ont dit que non seulement ce n'était pas possible, mais que ce n'était pas souhaitable, ce ne devait pas être un moment de réflexion éthique, car il y avait d'autres urgences, d'autres priorités plus pressantes, et parce que cela aurait conduit à dénaturer la réflexion éthique qui nécessite du temps, du recul, de la réflexion, de pouvoir se distancier, de pouvoir se réunir, toutes choses impossibles ou très difficiles au beau milieu d'une crise sanitaire. Et parmi les 200 référents de la gérontologie que j'ai interrogés, un certain nombre m'ont fait cette réponse. Ils m'ont dit, là, on ne peut pas répondre à une interrogation sur notre éthique, on y reviendra après. Ils étaient hegéliens. Vous vous souvenez de cette phrase de Hegel à la préface des principes de la philosophie du droit? Ce n'est qu'au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol. Autrement dit, la philosophie, l'éthique, elle arrive après, elle arrive dans un second temps. Et ils ont, en somme, théorisé ça en disant que ce serait dans l'après-coup qu'il y aurait de la réflexion éthique nouvelle, et que pour l'heure, ils essayaient d'agir avec les réflexions qu'ils avaient déjà menées, l'acculturation de leurs équipes qu'ils avaient déjà menées, qui s'appuyaient sur le travail des années antérieures, mais que c'était ni possible, ni souhaitable d'en fabriquer une nouvelle dans ce moment-là. Finalement, on a répondu, nous, dans le cadre de la mission, à cette difficulté en scindant le travail en deux. Premièrement, en produisant un document repère très circonstancié sur la crise Covid dans les EHPAD, et en prévoyant qu'une charte éthique de l'accompagnement et du grand âge viendrait dans un second temps, dans l'après-coup, après avoir apporté des propositions de réponse aux questions plus urgentes et plus concrètes. Donc c'est bien une éthique, et là complètement dans l'axe de l'argumentaire, c'est bien une éthique situationnelle et contextuelle que j'ai proposée. Je vous lis juste des titres de chapitres, vous allez voir que c'est très ancré, situé. Comment lutter contre le virus sans renoncer à accompagner de manière globale? Comment favoriser autant que possible l'information, l'expression et le libre choix des résidents? Comment préserver les liens et la confiance avec les familles? Comment réduire au maximum les contraintes et les restrictions de liberté? Comment prendre en compte les spécificités des personnes ayant des troubles neurocognitifs? Comment accompagner les mourants et honorer les défunts? Etc. etc. Donc, la deuxième façon qu'on a eue de s'inscrire dans une éthique situationnelle et contextuelle, c'est dans chacun des chapitres, dans chacune des questions qu'on a abordées, c'est de partir de choses très concrètes, de monter en réflexion et de redescendre à chaque fois vers des choses très concrètes. Dans chacun des chapitres, on suit le même chemin. 1, de quoi parle-t-on? Quelle situation concrète? 2, pourquoi c'est difficile pour les professionnels, pour les résidents, pour les familles? 3, quels enjeux éthiques ça mobilise? Quelles questions éthiques ça pose? 4, qu'est-ce qu'il faut essayer d'éviter? 5, quels repères on peut se donner? Et 6, concrètement, ça peut se traduire comment ces repères éthiques on se donne dans cette situation-là. Et chacun des chapitres finit avec des exemples concrets de manières de faire qu'ont eu des équipes sur le terrain pour essayer de répondre aux différents défis que j'ai cités. Évidemment, ce document repère, il est contextuellement situé aussi et d'abord, et c'est la principale raison qui fait qu'il est situé, c'est qu'il est basé sur 200 interviews et 1800 contributions écrites. Il y a plus de 40 métiers différents qui ont répondu et 60% des répondants, ils sont directeurs, psychologues, cadres de santé, médecins coordonnateurs ou aides-soignants. Donc on a associé à cette fabrique de l'éthique des professionnels de terrain. La charte, le petit document vert, là, qui est beaucoup plus court, hein, que le document fait une centaine de pages, celui-là en fait à peine une trentaine. La charte, même si elle a une portée plus générale, elle s'inscrit dans la même logique. Elle est fortement marquée par la pandémie. Quand on a demandé aux répondants à l'enquête pourquoi, si une telle charte était nécessaire à leurs yeux, une des raisons majeures, c'est l'épreuve éthique qu'a consisté pour eux la pandémie. D'autre part, on l'a fait selon la même méthode, c'est-à-dire on est allé interroger des personnes directement concernées. Parmi les 4000 répondants, il y a 2000 professionnels de santé du médico-social, plus de 90 métiers différents. Il y a 1 millier d'aidants familiaux, il y a près de 200 personnes de plus de 75 ans
recevant régulièrement de l'aide ou des soins dans leur vie quotidienne. Il y a plus d'une centaine de bénévoles. Et donc, ça, c'est la première façon de s'ancrer. La seconde, c'est que, et c'est ce qui nous montre que c'est vraiment ancré dans le contexte, même cette charte qui prétend s'en extraire, ancré dans le contexte de la pandémie, c'est qu'il figure finalement des choses qui, je suis sûr, je ne les y aurais pas mises il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Par exemple, je vous en donne que 2, mais il y a évidemment le soin aux mourants et le soin aux défunts. Il y a toutes les questions d'éthique managériale qui ont pris beaucoup d'importance et sous le soutien des collègues entre eux. Et puis, il y a au moins 2 autres sujets importants qui sont apparus. Premièrement, c'est le besoin d'attachement, de lien affectif, le besoin de toucher, d'être touché par ce qu'on aime, qu'on n'aurait pas du tout identifié comme un besoin premier fondamental relevant d'une éthique. Et tout ce qui concerne une nouvelle articulation entre sécurité et liberté. Avant la crise sanitaire, moi je faisais confiance à ceux qui me disaient qu'il y a sécurité d'un côté, liberté de l'autre, et que la question est de savoir où on place le curseur. Je n'arrive plus du tout à réfléchir maintenant, et la crise m'a vraiment appris, mais peut-être que vous le saviez déjà, mais en tout cas moi elle m'a vraiment appris, et ça c'est nouveau, et là il y a de la fabrique, que la vraie question n'est pas de choisir entre sécurité et liberté, que dès qu'on commence à se poser la question comme ça, on a perdu, et que la question est dans ces circonstances très difficiles justement de savoir comment on les articule, comment on essaye de les faire coexister. Autrement dit, il y a véritablement, me semble-t-il, une création, une nouvelle formulation d'un certain nombre de valeurs, de choses auxquelles nous sommes attachés, qui ne préexistaient pas à cette crise, évidemment. J'en viens à la 3e hypothèse, selon laquelle une telle éthique situationnelle et contextuelle, elle a à la fois des forces, des potentiels, et des limites, des inconvénients. S'agissant des potentiels, s'agissant des forces, des intérêts, la première, c'est qu'elle correspond à une attente forte. La dissémination qu'on a de la charte, notamment, elle le montre. Les acteurs de terrain, ils n'auraient pas compris qu'au moment où ils avaient le plus besoin d'elle, l'éthique déserte, que l'éthique soit pour ainsi dire aux abonnés absents. On se serait, je pense, collectivement décrédibilisé si on n'avait pas essayé d'être d'une façon ou d'une autre au rendez-vous. Et deuxièmement, c'est précisément d'une étude située en contexte dont les acteurs de terrain avaient besoin, surtout pas d'une éthique générale, moralisatrice, abstraite, qui leur aurait rappelé des grands principes absolument impossibles à mettre en œuvre dans la réalité. À ce propos, ils avaient aussi besoin d'une éthique qui ne minimise pas les conditions réelles du soin, qui ne minimise pas leurs difficultés, le manque de temps, le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de formation. Je vous cite un verbatim qu'on a recueilli pour la charte. Donc ils nous disent ce qu'ils attendent de nous. Pas de démagogie, nous souffrons de savoir, de vouloir, mais de ne pas toujours pouvoir. Nous manquons de bras, de temps, de compétences. Il faut absolument prendre en compte cette réalité au risque de décourager les professionnels. Demandez du réalisable, je vous en conjure, sinon vous aggraverez encore, par cette charte, le désespoir et la désertion des professionnels de terrain. Autrement dit, ne venez pas surajouter de la norme ou de l'exigence dans un contexte où nos conditions, notamment nos conditions de travail, sont extrêmement difficiles. Et donc, il y a véritablement une fabrique en situation avec des découvertes, j'y reviens pas. S'agissant des limites ou des faiblesses d'une telle fabrique de l'éthique, la première, je crois que c'est le revers de la médaille de son caractère situé et en contexte, et qu'il est très ancré dans un terrain. Et par exemple, on a fait un document repère sur les EHPAD. À mon avis, il y a eu pas moins, sinon plus, de questionnements éthiques extrêmement difficiles à domicile pour les personnes qui avançaient en âge. On l'a vu, nous, dans une enquête qu'on a menée en tout début de crise, en avril 2020, avec l'ARS Île-de-France et France Asso Santé. Il y a eu des questions très, très délicates à domicile, mais le focus était sur les EHPAD. Donc nous, on a répondu à la demande, mais il y a eu un angle mort, et je pense qu'il faut le reconnaître, qui était le domicile. Deuxièmement, en étant situé comme ça sur des lieux de soins, sur des lieux d'accompagnement, on ne remonte pas au niveau de l'organisation du système qu'évoquait Céline Lefebvre à l'instant, l'organisation du système de santé, à la façon notamment dont certaines décisions d'admission ou de non-admission à l'hôpital ou aux urgences de résidents avec des incapacités importantes ont été prises, alors que c'est d'évidence un enjeu important.
L'excellente diffusion du document repère et de la charte, c'est des preuves que beaucoup d'équipes se les approprient, les discutent, les utilisent, mais malheureusement, rien ne prouve que ça servira à quoi que ce soit dans l'éventualité d'une crise future. Je vous rappelle qu'en 2009, le CCNE a fait paraître un excellent avis numéro 106 intitulé « Questions éthiques soulevées par une possible pandémie grippale ». On n'a absolument rien fait de cet avis concrètement pour préparer la crise à venir, donc il n'est pas du tout non évident que le travail qu'on a mené, il est servi là à la fin de la crise, mais qu'il ne soit pas utilisé dans le futur. Je termine par la quatrième hypothèse, c'est l'idée que l'éthique qui se fabrique dans la crise, en tout cas dans la pandémie, elle est très différente de l'éthique habituelle, ordinaire, mais qu'il peut y avoir une complémentarité entre les deux. Et qu'en tout cas, ce n'est pas une éthique d'exception. Alors là-dessus, je souscris pleinement à cette idée. C'est d'ailleurs quelque chose à quoi je suis très attaché, c'est que ce qu'on a appelé la crise sanitaire, la pandémie, elle justifie bien sûr une vigilance éthique particulière, mais pas une éthique d'exception. Elle fait naître des questionnements inédits, elle conduit la réflexion éthique à se réinventer, mais au fond, il s'agit de savoir comment on fait pour rester fidèle aux valeurs du soin et de l'accompagnement des citoyens âgés. Les principes, les valeurs, ils n'ont pas vocation à changer en fonction des circonstances. Ce sont des repères qui permettent précisément de s'orienter par les temps de crise ou par les temps de détresse. Plus encore, c'est parce qu'ils sont stables qu'on peut s'y référer et s'en servir de point d'appui lorsque nos certitudes vacillent. Alors en quoi il y a malgré tout une différence avec l'éthique ordinaire, s'il y en a une, avec l'éthique qu'on pratique hors des situations de crise ? Alors ici, j'ai un léger désaccord avec le texte de l'argumentaire qui laisse entendre que l'éthique qui existe en dehors des situations de crise, ce serait une éthique des arbitrages axiologiques, une éthique du jugement moral des actions avec des principes et des valeurs, pour ainsi dire, tout fait, qu'il s'agirait juste, dans ce contexte ordinaire, d'utiliser sans les re-questionner ou les retravailler. Moi, j'ai le sentiment que l'éthique, ou en tout cas celle qu'on essaie de pratiquer à l'espace de réflexion éthique Île-de-France, elle est en permanence, sinon en train de se refonder, du moins en train de se re-questionner elle-même dans ses notions, dans ses idées, dans ses approches, dans ses méthodes, et qu'elle est en permanence située et contextualisée, puisque on ne réfléchit pas en chambre, mais toujours avec des partenaires, avec un réseau, avec des acteurs de terrain, avec des professionnels, des familles, des malades, avec des représentants des pouvoirs publics, avec des membres d'associations. Donc de ce point de vue-là, ce n'est pas là que je situerais la nouveauté. Ensuite, il me semble que ce n'est pas forcément la crise qui singularise cette fabrique et cette pratique de l'éthique. D'une part, je pense qu'on peut commencer à être un peu critique par l'usage de ce terme de crise pour désigner toutes sortes de réalités, dont certaines économiques, de santé, puis dont certaines ont une durée sur plusieurs années, une chronicité qui paraît aller quand même à l'encontre de l'idée commune qu'on a de crise. D'autre part, je crois qu'il y a quand même une spécificité de la pandémie avec cette dimension sanitaire. Vous voyez bien que la guerre en Ukraine, par exemple, elle soulève des questions d'éthique sur l'accueil des réfugiés, par exemple, mais qu'avec la pandémie, on était dans un contexte très particulier, surtout pour l'éthique en santé. Et enfin, on pourrait se demander si le propre de l'éthique, c'est pas toujours d'intervenir ou d'être sollicité quand il y a une forme ou une autre de crise, quand les pratiques, quand les raisonnements, quand les notions s'avèrent brutalement ou pas brutalement défaillants, insuffisants ou inadaptés. Alors, ce qui me semble singulariser la pratique de l'éthique qui a été la nôtre pendant près de 2 ans, par rapport à notre pratique de l'éthique habituelle, si une telle formule a un sens, si tant est que ça existe une pratique de l'éthique habituelle, ce sont 3 choses. En quoi ça a été nouveau, en quoi il y a eu de la fabrique. D'abord, on a eu affaire à une pandémie, donc dans le monde entier, et ça, moi, je ne l'avais jamais vécu, dans le monde entier, à peu près au même moment, tous nos homologues se sont posés les mêmes questions, les Italiens, les Canadiens, les Chinois, les Australiens. On avait une forme de... Tout le monde travaillait sur le même sujet. Il y a eu une forme de synchronisation des temps de l'éthique, à la fois au plan international. Il suffisait d'aller sur le site du Nuffield Council ou du Hastings Center ou du Kennedy Institute of Ethics. On voyait bien que mondialement, les mêmes questions se posaient au même moment, la réanimation, le tri très rapidement, puis les questions liées aux personnes âgées dans un second temps. Cette synchronisation des temps de l'éthique, en France également bien sûr,
plutôt que chacune ayant son calendrier propre, c'était quand même un moment très très singulier, très particulier. D'autre part, les éléments de réponse qu'on pouvait apporter, ils ne portaient pas sur une situation particulière. Le centre d'éthique clinique est intervenu, ça ne portait pas sur un patient dans un hôpital donné, ça ne portait pas sur une problématique, par exemple le Maastricht 3, mais elles avaient une dimension systémique, et quand on réfléchissait aux questions dans les EHPAD, ça concernait 600-700 000 personnes en France, 7 000 établissements, beaucoup de professionnels. Et donc on avait une échelle là de réflexion qui était assez inhabituelle par rapport à l'échelle de réflexion qui était la nôtre habituellement. Enfin et surtout, et ce sera ma conclusion, je voudrais repartir de ce qui pour moi est une description possible de l'éthique, de la décrire à la fois comme un questionnement et comme un engagement. Comme un questionnement, c'est-à-dire comme une réflexion sur le sens, la visée, la légitimité de nos actions, et comme un engagement, c'est-à-dire comme une pratique sous-tendue par un certain nombre de principes, de valeurs ou, parlant grec, de vertus. Ce qui me semble avoir été particulier pendant les 2 ans qu'on a traversés, c'est que ces 2 moments de l'éthique, réflexion, pratique, questionnement, engagement, qui d'habitude sont 2 moments relativement distincts, articulés mais distincts. Il y a l'éthique comme pratique et l'éthique comme questionnement, l'éthique comme engagement et l'éthique comme réflexion qui s'articulent, mais d'ordinaire comme 2 moments articulés mais distincts. Il me semble que pendant 2 ans, ces 2 moments de questionnement et d'engagement, ils étaient quasiment plus dissociés, que le questionnement, il s'alimentait étroitement aux pratiques. Et moi, je me suis énormément appuyé sur des solutions concrètes ou des réponses concrètes que les professionnels ont mis en œuvre. Par exemple, les unités Covid qui ont été mises en œuvre pour éviter d'imposer des restrictions de liberté, des enfermements aux personnes avec des troubles cognitifs. Donc pour se questionner, pour réfléchir, on s'est énormément alimenté à ce qui pouvait être inventé de ci, de là. Et à l'inverse, les pratiques, elles étaient en permanence en recherche de légitimation, en permanence en train d'essayer de se demander comment elles pouvaient échapper à l'arbitraire. Elles étaient en permanence traversées par un questionnement, donc comme si les 2 faces, je ne sais pas très bien comment les nommer, les 2 faces, les 2 dimensions, les 2 moments de l'éthique, comme questionnement et comme engagement, ils étaient plus distincts, ils étaient plus seulement articulés, mais presque en train de s'identifier. Donc, je conclurai par une note réflexive en lien avec ce que je viens de dire là, sur l'éthique des éthiciens. Il me semble que dans un contexte de pandémie, et précisément en raison de ce raccourcissement du temps entre questionnement et engagement, de cette nouvelle articulation entre les 2 moments de l'éthique, ceux qu'on appelle très maladroitement des éthiciens, c'est-à-dire ceux qui, alors oublions le terme et ne parlons pas d'éthiciens, mais tous ceux qui, quelle que soit leur discipline d'origine, quelle que soit leur profession d'origine, réfléchissent aux côtés des professionnels, des personnes soignées et accompagnées de leurs familles, il me semble que les gens qui font ça dans un contexte de pandémie, ils doivent être encore plus vigilants que d'habitude à ne pas outrepasser leur rôle, à savoir faire preuve à la fois de courage, parce qu'il faut aller s'affronter à ces questions-là. Et d'abord, quand elles vous sautent aux yeux, est-ce qu'on a le droit d'enfermer dans leur chambre des résidents avec des troubles cognitifs ? Ce n'est pas un sujet dont on a spontanément envie de se saisir, dont on sent la difficulté et le tragique. Donc faire preuve de courage, mais aussi faire preuve d'humilité, c'est-à-dire se mettre au service du questionnement et de l'engagement de ceux qui sont, même si l'expression est maladroite, en première ligne. Et c'était vraiment le leitmotiv et la grande vigilance que j'ai eue du début à la fin, de dire ce document repère, il est pour soutenir l'engagement et la réflexion des professionnels. Pour moi, engagement et réflexion, c'est leur éthique. Donc c'est de dire, nous qui sommes là en 2e ou en 3e ligne, on est vraiment là pour essayer d'être en soutien de ce questionnement et de cet engagement, de cette réflexion et de cette pratique. Et on a à être vigilant, c'est ça que je raccourcis en disant l'éthique des éthiciens, mais que cette éthique, elle est nécessaire de tout temps. Il faut qu'on fasse de tout temps, même en temps ordinaire, preuve de beaucoup de courage et d'humilité, mais tout particulièrement, je trouve, dans ces situations, et notamment de pandémie, où le rapport entre questionnement et engagement se resserre.
s'accélèrent au point qu'ils deviennent quasiment indissociables, parce que là, la confusion des rôles est très problématique et pourrait, en termes de production de normes et de légitimité de la production de normes, aboutir à des résultats extrêmement problématiques. Je vous remercie. Parfait, merci beaucoup. Fabrice, on va prendre un temps, comme à chaque intervention, de discussion. Moi, j'ai particulièrement apprécié ton décryptage de notre argumentaire, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir joué ce jeu-là. Mais voilà, le point de la temporalité me semble vraiment de la réflexion éthique. Je pense que dans cette fabrique de l'éthique, il y a cette dimension temporelle qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte. Comme dans un atelier, lorsqu'on est en train de construire un objet, il y a des étapes. Et effectivement, on l'a vu ce matin beaucoup avec l'intervention de nos collègues du centre d'éthique clinique, où en fait, elles ont décrit les étapes de construction de l'éthique. Et effectivement, la maturité de la construction entre le moment de l'urgence, de l'interpellation, de l'émergence d'un scandale moral ou d'un dilemme qui se transforme en dilemme éthique, où là, la prudence, l'humilité, elle est de mise, et pour pas faire peser les grands principes comme ça par le haut. Et puis petit à petit, la maturité de la réflexion collégiale dans une équipe qui permet de mettre des mots, qui permet de se référer à des repères, à des documents repères ou à des avis, des recommandations, etc. Et puis le retour à la pratique, ensuite, pour nuancer ces documents-là et les reconfronter à une pratique qui n'est plus forcément dans l'urgence, mais qui a déjà peut-être pas longtemps, mais 15 jours, 3 semaines de crise et qui est déjà un peu plus mature. Et je pense que c'est intéressant de comprendre aussi la fabrique de l'éthique comme un processus évolutif qui n'est jamais en fait, qui ne se stabilise pas, mais comme une sorte d'aller-retour constant entre la confrontation à une pratique, la discussion collégiale dans les équipes et la référence à des repères qui sont indispensables pour pas faire une éthique d'exception. Et c'est cette articulation-là, ce mouvement-là entre ces niveaux qui finalement fabrique l'éthique au quotidien. Et donc tu l'as bien démontré, puisque c'est la méthode, je crois, que tu as utilisée pour cette enquête. Donc merci pour cette illustration parfaite. Et maintenant, je laisse la discussion à la salle. Il y avait une intervention ce matin sur les EHPAD canadiennes. Je ne sais pas s'il y a une... Voilà, alors toujours Clément qui commence, c'est toujours comme ça. On s'était mis d'accord, mais... Merci beaucoup Fabrice pour cette intervention. Comme l'a dit Léo, c'est très intéressant aussi que tu puisses décrypter avec un regard critique un peu cet argumentaire. Et je te rejoins sur beaucoup de points. C'était aussi intéressant d'avoir une vision un peu différente dans le sens où tu racontes aussi ce qu'attendaient les personnes que tu as côtoyées pour cette recherche opérationnelle, finalement, du point de vue de l'éthique. Et ça, on n'a pas eu dans les interventions d'avant, parce qu'il y a vraiment un décryptage de l'attente sur les questionnements, mais c'est ce qu'on peut mettre en pratique. Donc, c'était vraiment très intéressant. Je te rejoins aussi beaucoup sur le fait que l'éthique, c'est du questionnement et de l'engagement. Et là, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, sur cette fabrique de l'éthique, où tu regrettais peut-être un peu qu'on la pense différemment en temps de crise finalement. Je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est important de penser la continuité, évidemment, mais il y a quand même des contraintes matérielles, structurelles. On l'a bien vu à l'hôpital avec la saturation des hôpitaux qui crée des temporalités, comme le disait Léo, qui ne sont pas celles de l'ordinaire. Et là, je reprends une discussion que j'avais eue justement avec Mathieu Odors, qui rejoint aussi cette question du tri. Pour illustrer un petit peu, c'est que le tri en réanimation, normalement, il se fait pour le patient, et donc c'est un gain finalement pour le patient de ne pas être soumis à des dispositifs très invasifs qui seraient délétères pour lui. Et là, la perspective a été complètement inversée, puisque c'est devenu une perte de chance, clairement, pour le patient, ce qui est finalement rarement le cas dans la pratique du tri ordinaire pour les médecins réanimateurs, si j'ai bien compris. Et donc voilà, il y a quand même un renversement de la perspective, un renversement aussi des valeurs qu'on mobilise, et donc tout ça dans des temps contraints, et évidemment dans des espaces socio-techniques, etc., qui sont aussi très très contraignants pour penser l'éthique comme on le fait d'ordinaire. Mais voilà, sinon, merci beaucoup encore pour cette intervention. Et je rebondis aussi dans le même ordre d'idée ce matin, l'intervention sur la responsabilité aussi illustre un petit peu ça, c'est que dans la période aiguë de la crise, le concept même de responsabilité s'est renversé. On est passé d'une responsabilité circonscrite du médecin vis-à-vis d'un patient à une responsabilité collective et politique d'un corps médical, d'une équipe vis-à-vis de la société. Donc il y a quand même des renversements qui s'opèrent aussi, qui
qui sont intéressants à analyser. Je sais pas si tu... Peut-être rapidement, à la fois sur la temporalité et puis sur les attentes. Sur la temporalité, on a vécu quand même dans un faux rythme, c'est-à-dire qu'on est tous partis en pensant que cela allait durer peu longtemps, et les préconisations qu'on peut faire, ou les solutions qu'on peut trouver quand ça dure peu longtemps, ça peut avoir un caractère un peu exceptionnel. C'est pas très problématique. Le problème, c'est qu'on s'est installé dans quelque chose qui n'a cessé d'être prolongé, tout en gardant ce caractère de crise et d'urgence, et donc d'exception quand même. Et je trouve que là, moi, ça me pose un problème d'éthique de la vérité quand même. Il y a un certain nombre de mathématiciens et d'épidémiologistes qui disent maintenant, on sait que ce genre de crise, ça fait 7, 8 vagues, 9 vagues, 10 vagues, 11 vagues, 12 vagues, que souvent c'est entre 8 et 12. Moi, j'arrive pas à savoir où ils étaient en 2020 et comment on a raisonné vis-à-vis de la population pour se dire, elle n'est pas capable d'entendre ça, que ça va durer, que ça va s'inscrire dans le temps, et que les solutions qu'on va mettre en œuvre, enfin, les inscrire dans le temps. Et ça, c'est éthiquement assez problématique, parce que du coup, on a admis des choses qui se sont prolongées, mais on se dit, ça va pas être pour longtemps, mais en fait, il y a encore alors, il n'y a pas qu'à l'Institut Imagine où il faut porter le masque. Dans les EHPAD actuellement aussi, il faut encore les porter. Je ne sais pas quelle logique vous comprenez à ça, avec des gens très, très, très vaccinés qui ne font plus de formes graves depuis longtemps. Donc là, voilà, sur cette question de la temporalité, je voulais dire ça. Sur la question des attentes, la grande nouveauté, moi, que j'ai entendue, qui nous a été adressée, c'est ne nous faites pas seulement une liste de valeurs éthiques, comme il y en a par exemple dans la charte des droits et libertés de la personne accueillie ou de la personne hospitalisée. Il y a une liste de droits qui sont comme une liste à la Prévert. Donnez-nous une vision. Alors, ce n'est pas à nous de donner une vision, mais je pense qu'il y a l'attente, la volonté, le souhait d'avoir une vision, notamment, par exemple, sur ces arbitrages sur la sécurité, sur les restrictions de liberté qu'on peut être autorisé à mettre en œuvre au nom de la sécurité. Et il y a une question de politique à trancher, démocratique à trancher sur on fait quoi là, c'est quoi notre priorité dans ce genre de circonstances. C'est pas aux gens de terrain de le décider au cas par cas. Et donc cette attente d'une vision, moi je ne l'ai jamais entendu en ces termes-là. Et c'était très intéressant qu'elle ressorte précisément en ce temps de crise, qui a vraiment, je suis d'accord, une très forte particularité en cette période de pandémie, puisque j'ai dit que mais je l'emploie malgré moi, que je suis vigilant sur ce terme de crise. Oui, moi je voudrais faire un pas de côté et rebondir sur l'intervention de mon confrère à la présentation précédente sur l'éthique de l'organisation des soins. Parce que pendant ce début de pandémie, puisqu'on n'a pas fini, on a beaucoup parlé des personnes âgées comme groupe fragile. Moi qui m'occupe d'autres types de personnes fragiles, en particulier de greffés, qui eux sont vaccinés mais qui ne sont pas protégés du tout. Il a fallu monter au créneau très fort et très vite pour qu'ils soient reconnus. Et même dans les spots à la télévision, etc., on parlait beaucoup des personnes âgées, on parlait beaucoup moins d'autres malades. Et je pense que ce type d'éthique de choix qui là n'est plus le choix d'un patient par rapport à un autre sur une problématique médicale donnée, mais qui est de groupe, va continuer à se poser quand on voit les problèmes RH qui vont se poser, ne serait-ce que cet été, dans les établissements. Sur quels critères va se faire le choix de mettre les moyens entre les personnes âgées ou d'autres types de patients. Et bon, excusez-moi, j'ai un peu débordé par rapport à votre présentation, mais ça m'a fait revivre ce qu'on se disait, mais il parle beaucoup des personnes âgées et nous. Voilà. Non seulement il ne parlait que des personnes âgées, mais que des EHPAD, des résidents des établissements, qui sont quand même une minorité parmi les personnes de plus de 75 ans, et même de plus de 85 ans. Je souscris à ce que vous dites, c'est que cette focalisation sur les personnes âgées, elle a à la fois eu des avantages et des inconvénients pour elles.
Elle a eu des avantages, notamment parce qu'au moment où il y a eu la question de savoir qui on vaccinait en premier, elle faisait partie des populations vaccinées en premier, car considérées comme les plus fragiles. Vous savez que d'autres pays, notamment la Chine, en ce moment, ne fait pas du tout ce choix-là. Ils priorisent des gens plus jeunes et jugés plus productifs. Mais elle a été aussi à leur désavantage. Et vous vous souvenez de la guerre des générations que certains ont essayé de ranimer en disant mais pourquoi on enferme, on sacrifie les jeunes pour prolonger la vie des vieux. Et il y a eu, du fait de cet accent, à mon avis, je suis d'accord avec vous, trop unilatéral mis sur une population donnée, notamment les personnes âgées en perte d'autonomie fonctionnelle, ça a eu aussi des effets pervers très importants pour eux. Alors, pour revenir sur votre question d'organisation, moi je suis très reconnaissant à Céline Lefebvre, avec opiniâtreté, de dire que cette question du tri, on n'a pas réussi à la poser, vraiment, qu'il y a encore des dénégations sur le fait qu'il n'y en a pas eu, ou quasiment pas en France, qu'on a été tellement fort qu'on est passé au-dessus, alors qu'on sait tous, à défaut de tri, qu'il y a au moins eu de la déprogrammation massive et donc une forme de tri également. Et moi, j'ai l'impression, que c'est une question qu'on ne parvient pas à poser, en tout cas une question d'éthique qu'on n'est pas parvenu à poser. Même une double question, celle des critères, et celle, vous y faisiez allusion à la fin de la table ronde, à la fin de la discussion avec Céline, de l'infrastructure de triage ou de l'organisation que la mise en œuvre concrète des critères nécessiterait. C'est un double débat qu'on n'a pas eu. Alors, je ne sais pas si vous seriez d'accord, mais j'ai l'impression que tout s'est passé comme si on ne pouvait pas l'avoir. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi ? Pourquoi nous, on n'a pas pu l'avoir ? Pourquoi d'autres pays l'ont eu ? Donc, Céline a apporté beaucoup d'éléments de réponse. Moi, je pense que, ça semble obscène. C'est dans un pays comme le nôtre qui est tellement attaché à l'éthique du soin et au respect de la personne individuelle. Ce sont des éthiques. J'ai entendu qu'il y a des utilitarismes, mais il y a quelque chose d'obscène dans cette façon de faire un triage au niveau de la population. J'ai l'impression que dans un contexte politique extrêmement dégradé, reconnaître une pénurie, ça aurait été dire il faut chercher des responsables, et ça aurait été immédiatement la guerre. Et troisièmement, ceux qui auraient produit des critères auraient été désignés à la vindicte populaire au moment même où ils l'auraient fait, en raison des deux éléments précédents, obscénité et absence totale de possibilité d'avoir un dialogue à peu près politique serein sur aucune question en ce moment. Bon. Donc je suis d'accord avec vous, et on observe que quand même si on n'est pas d'accord ou on considère que certaines réponses qui ont été apportées dans d'autres pays, à la fois en termes de critères et d'infrastructures, ne sont pas satisfaisantes, on n'arrive pas à poser le problème. On peut se le dire. Et donc moi, je pense que c'est un point quand même à poser. C'est que cette question du triage, c'est une question d'éthique qu'on n'arrive pas à poser. Ça pose aussi la question de l'articulation entre la réflexion éthique à proprement parler et la dimension politique. On a quand même aussi du mal à articuler les deux. On est toujours un peu frileux à aller sur les terrains politiques, mais lorsqu'on parle de politique de santé, d'organisation de notre système de santé, de pénurie budgétaire organisée, on est sur le terrain politique avec des conséquences éthiques, et souvent l'articulation, elle est difficile à faire. Alors il y avait Catherine. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Catherine Adamsbaum, je suis radiopédiatre hospitalo-universitaire, et j'ai plutôt des commentaires parce que vos topos m'ont énormément intéressée et m'ont vraiment ouvert une perspective différente de ce que j'ai habituellement. Alors, en ce qui concerne le tri, la première réflexion, c'est qu'effectivement, le mot est horrible. Et nous n'aimons pas utiliser ce mot, mais nous trions tout le temps. Et je crois qu'il n'y a aucun collègue qui vous diront le contraire. C'est pas possible. Parce que nous sommes contraints. Et vous avez évoqué du tri, je dirais, majeur, du macro-tri en réanimation, en soins palliatifs, mais il y a tout le micro-tri. Le micro-tri des vacations d'IRM où on ne peut pas prendre des enfants qui nécessitent une sédation, on ne peut pas prendre des enfants handicapés, parce que je vous parle de mon quotidien. Et parce que si on prenait 10 enfants handicapés à la suite, ce sont nos équipes qui ne pourraient pas le supporter, parce que ce n'est pas possible. Donc là, effectivement, il y a un point politique ou économique ou économico-politique qui ne m'appartient pas de résoudre, bien que j'ai décidé et que tout le monde puisse en avoir sur le sujet. Mais donc, ce micro-tri qu'on fait tout le temps, vous avez dit également
deux autres choses qui sont très intéressantes, c'est qu'il y a le micro-tri conscient. Ce malade doit être opéré tout de suite, donc évidemment je vais lui faire son examen tout de suite, et celui-là ne doit pas être opéré tout de suite, donc il est peut-être un peu moins urgent. Mais il y a tout le micro-tri inconscient, et vous avez parfaitement raison. Nous avons, je dirais, dans notre disque dur, des tas de contraintes qui vont nous faire penser que, je suis désolée, je vais peut-être vous choquer, il faut peut-être prendre un examen plus rapide qu'un autre pour faire notre quota quotidien, mais effectivement, ce n'est pas exprimé comme ça. C'est vrai, ce n'est pas exprimé comme ça. C'est dans notre disque dur, en particulier pour les encadrants d'équipe, en particulier pour les chefs d'équipe. Donc, tout ça, vous l'avez exprimé d'une façon telle que, à ma connaissance, les soignants ne l'expriment pas comme ça, donc ne le voient pas comme ça. Et donc, évidemment, le commentaire que j'ai et la conclusion que j'en tire, c'est que le tri se fait tout le temps, parce que c'est un processus de décision dans un cadre très contraint, finalement. Et donc, ne faut-il pas se questionner tout le temps avec les données politico-économiques qu'on a, parce que c'est notre vie réelle, c'est notre quotidien pratique, et se questionner tout le temps avec vous de pourquoi on fait les choses. Parce que nous sommes évidemment sincèrement persuadés de faire bien, ou en tout cas au mieux. Voilà. Et donc, quelqu'un a dit dans la salle que peut-être que toutes ces discussions illustrent le fait non seulement de s'attacher aux problèmes cruciaux, encore une fois de la réa, des soins palliatifs, mais à tout le système de santé, à tous les niveaux, que ce soit de la prise de sang, l'examen diagnostique, la radio, l'IRM, etc. Et qu'il faut peut-être se questionner ensemble avec des gens comme vous qui nous permettent de réfléchir différemment. Je le dis très sincèrement et je vous remercie pour vos exposés qui étaient vraiment très éclairants. Merci. Donc c'était un commentaire. Je sais pas. Du coup, c'est Céline et puis ensuite. Je sais pas. Je vais trier quels critères objectifs. Non, subjectifs. Allez. Non, c'est juste une réflexion par rapport à la surprotection des personnes âgées. Est-ce qu'il n'y a pas on a vécu la crise de 2003, la canicule, où il y a eu 1500 personnes qui sont décédées, il me semble. Est-ce que cette surprotection des personnes jusqu'à maintenant, donc on porte le masque. Donc pour le gouvernement et pour le système de santé, donc de les protéger et donc et qu'ils arrivent moins aux urgences, parce qu'on sait, en réanimation, on sait que on va plutôt se focaliser sur une personne qui est plus utile socialement que la personne âgée. Donc, est-ce que c'est pas la crise de 2003 aussi qui fait que on a tiré des enseignements par rapport à cette population ? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. On est tellement dans des sociétés oublieuses qu'on se souvient de ce qui s'est passé en 2003. Moi, je suis sceptique. Ça sent tellement loin, mais peut-être en tout cas que ça explique la première réaction au tout début. Moi, c'est pas la réaction de mars-avril qui m'étonne, c'est la réaction après le milieu du mois de mai, quand la France est déconfinée, que beaucoup d'EHPAD restent confinés, et c'est ce qui s'est passé ensuite, moi, qui me questionne davantage. Et je ne sais pas si c'est une volonté de protéger. On a quand même maintenant des documents et des études cliniques qui montrent que, il y a ce que les gériatres appellent, il y a eu une épidémie de grabbatisation en EHPAD, avec des déclins fonctionnels, cognitifs extrêmement rapides, extrêmement importants, pas seulement en EHPAD, dans les hôpitaux aussi, du fait de la privation relationnelle, de l'arrêt d'un certain nombre de thérapeutiques, du fait de la vie sociale interrompue, etc.
Ce qui, en soit dit en passant, montre quand même tout l'intérêt de la prise en charge qu'on fait habituellement, dont on a tellement de mal à montrer, à objectiver scientifiquement l'impact qu'elle a. Mais enfin, quand on l'arrête, on se rend compte de l'impact qu'elle a sur le maintien d'une autonomie. Donc je ne suis pas sûr que, au fond du fond, mais chercher les motivations, ce n'est pas les philosophes qui sont les plus habiles à le faire. Il faudrait peut-être interroger d'autres spécialités. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une volonté de protéger qui ait été le principal ressort. Parce que maintenant, les éléments montrant que ce qu'on a fait pour protéger était tellement nocif, et pas seulement pour la santé psychique. Au début, on a dit c'est une privation relationnelle. Donc vous réduisez la santé à sa dimension physique, vous oubliez que la santé, c'est aussi la santé psychique. Mais en fait, on a fait du mal aussi à la santé physique. On a eu des dénutritions, oui, on a eu des pertes de masse musculaire, on a eu des pertes d'autonomie fonctionnelle massives. Donc, je ne suis pas sûr que l'intention de protéger ou de se protéger était le ressort. Mais bon, ça c'est d'autres disciplines que les philosophes qui peuvent répondre à cette question. Merci Fabrice pour ton intervention. J'ai juste une question de pédagogue, tu me reconnaîtras. Comment cette charte est-elle mise à disposition? Quels sont les dispositifs de transmission et d'appropriation, parce qu'évidemment, elle est très belle et déjà rien que l'objet lui-même donne envie de la feuilleter, d'y revenir. Mais comment les personnes concrètement la lisent? Est-ce qu'il y a des sessions de formation? Alors, on a pris un grand soin à son apparence, mais comme la plupart des publications de l'espace éthique, parce qu'on pense que ça fait partie, c'est une condition qui favorise leur appropriation. On a pris notre bâton de pèlerin, on allait la présenter à des dizaines et des dizaines de colloques avec des milliers et des milliers de personnes. Elle est gratuitement en ligne et commandable sur notre site internet, donc on peut la commander, on nous la routons gratuitement. Donc je pense que la gratuité fait aussi. Donc on en a routé, nous, plus de 15 000 exemplaires partout en France. Et on a animé des sessions d'appropriation en montrant les différents usages qu'on peut en faire, à la fois pour faire une certaine forme d'éthique clinique, pour analyser des situations concrètes, pour analyser des pratiques ou pour se l'approprier, la discuter. J'ai même participé à une réunion dans un GCSMS, un groupement de coopération sociale et médico-sociale dans le Val-de-Marne, où il y a 80 cadres de ce GCSMS avec plusieurs EHPAD et tout, qui ont pris la charte et ont pris une demi-heure, 3/4 d'heure pour se demander comment concrètement dans leur service ils pouvaient se l'approprier, l'utiliser avec leurs équipes. Donc voilà, c'est un long et patient travail de diffusion, d'appropriation, en montrant concrètement ce qu'on peut en faire aussi, puisque je pense qu'il y a au moins 3 usages différents qu'on peut en faire très clairement. Merci. Moi, je n'ai pas compris pourquoi la liste des droits des personnes en EHPAD de 2002 et puis la loi qui a renforcé serait un inventaire à la Prévert, parce que moi, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement utile. Moi, personnellement, en tant que professionnelle ayant vécu des situations pénibles pour les gens que j'aide, et en tant que fille de personnes qui s'est retrouvées en EHPAD récemment, c'est ce qui permet d'agir. Moi, j'ai lutté pour que ma mère ait le droit de voter par procuration parce que cette charte existe, pas à cause de la charte éthique. Je ne suis pas allée dire au tribunal d'instance devant, mais il y a une charte éthique de l'espace éthique qui dit qu'il faut respecter. J'ai dit non, la loi dit que ma mère a le droit de voter par procuration. Vous voyez, non, mais qu'il y ait des choses inscrites dans la loi, et je suis désolée de voir tellement de juristes que je respecte qui sont vraiment très remontés contre les éthiciens. Bon, on connaît Mme Fabre-Magnan, qui a écrit qu'elle en avait assez des éthiciens médicaux, des gens qui font de l'éthique médicale sans avoir de morale, mais il faut les comprendre. C'est qu'ils se sentent rejetés dans ce qui est important pour eux, c'est-à-dire ce qui est inscrit dans la loi. Alors, je pense quand même que c'est un peu un éventail à la Prévert, mais je vais vous dire pourquoi. Moi, écoutez, permettez-moi quand même d'avoir un avis différent du vôtre, on peut dialoguer. Non, l'enjeu, la seule raison, mais je suis allé vite, la seule raison, on s'est basé là-dessus, on est parti de là, on n'a pas voulu réinventer l'eau chaude, on a regardé l'existant, ça fait parmi les premières sources à laquelle on est allé s'abreuver, évidemment, et cette charte, elle a marqué le secteur et elle est importante. Bon, quand je dis que c'est une liste à la Prévert, c'est que, par exemple, le respect de la vie privée,
et le droit à une vie intime, à une vie relationnelle, c'est deux points différents. Or, la crise elle a montré que c'était étroitement lié, ces deux choses-là. Que le droit à la sécurité, il est affirmé à un endroit, à plusieurs endroits d'ailleurs, que le droit à la liberté, il est dans un autre. Donc, on ne prétend pas du tout que ça vienne s'y substituer ou que ce soit plus percutant. Je suis d'accord avec vous qu'une des grandes forces du droit, c'est qu'il peut être opposable et qu'on peut s'appuyer dessus pour faire évoluer des pratiques. Mais je pense très sincèrement, pour avoir vu l'usage aussi qui peut en être fait, ça peut aussi être un outil d'instrumentation, d'amélioration des pratiques ou d'évolution des pratiques, sous une autre modalité. Donc je ne crois pas, moi, du tout que l'éthique et le droit doivent ni se regarder en faïence, ni s'opposer. Je pense que la visée est la même et que si vous pensez que l'instrument juridique est plus opérant pour le faire, mais absolument, mais très bien. Je suis le premier à dire qu'il ne faut pas faire d'éthique sans droit, mais je pense malgré tout que d'autres outils peuvent être opérants aussi. Et là, nous, on a essayé d'articuler des choses et de montrer des liens pour aller vers cette idée d'une vision, articuler des choses et notamment comment on fait quand il y a à la fois une préoccupation de sécurité et une préoccupation de liberté, comment on essaie de les articuler concrètement. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on a eu une belle discussion. Je propose qu'on s'arrête là. Merci encore, Fabrice, pour ton intervention. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause, comme c'était prévu dans le livre jaune, et d'un quart d'heure, et on reprend dans un quart d'heure après le café.